Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui dans Reboussolage Fabienne Gouboniment, qui est prospectiviste. Alors Fabienne, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'être prospectiviste, mais je sais d'ores et déjà que tu travailles sur de nombreux sujets, notamment au niveau international, puisque tu travailles par exemple sur la prospective du Royaume du Maroc, sur les futurs africains pour l'UNESCO, ou encore sur la prospective des océans pour l'Université internationale de la mer. Mais peux-tu d'ores et déjà préciser pour nos auditrices et nos auditeurs ce que c'est que le métier de prospectiviste ? Bonjour Catherine, eh bien, écoute, je te remercie de ton invitation à participer à ce podcast. La prospective, en fait, est l'art de réorganiser, dirais-je, le présent pour préparer l'avenir. Et cette réorganisation, elle a été prise en compte en France très très tôt. Dans les années 60, eh bien, il s'agissait essentiellement d'observer ce qui était en train de se dérouler et de pouvoir en déduire un certain nombre de tendances. Donc on était sur un avenir plutôt tendanciel et cela guidait les politiques publiques, notamment la politique de l'énergie française. C'est ce qui nous a fait déployer notre politique énergétique nucléaire, par exemple, etc. Et puis ensuite, on a commencé à comprendre que finalement, l'avenir pouvait être très différent de ce qu'on imaginait. Et ça a été le choc de l'effondrement du mur de Berlin, bien évidemment. Et donc là, on a commencé à avoir une perspective qui était une perspective de l'exploration. C'est-à-dire, quelles sont les alternatives possibles ? Et puis enfin, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le changement climatique, avec un certain nombre de grandes problématiques, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de vraiment construire notre avenir. Et c'est ce à quoi j'essaie de m'employer. Très bien. Alors on vit évidemment avec le Covid-19 une période tout à fait particulière et je suis frappée à quel point on entend parler aujourd'hui dans toutes les émissions, dans le débat public et même dans les conversations personnelles de résilience. Alors je crois que tu as un petit souci avec la notion de résilience et j'aimerais qu'on attaque là-dessus. Très bien. Alors effectivement, j'ai un petit souci avec la notion de résilience, comme tu le dis joliment. En fait, pour moi, vu du point de vue des professionnels du changement, la résilience est plutôt quelque chose qui permet d'assurer la continuité. Lorsqu'on vient d'avoir un choc, que l'on tombe, la résilience, c'est ce qui nous permet de nous relever plutôt que de rester à terre. Donc on est dans un objectif qui est un objectif de retour à la normale, retour à la situation d'avant-choc. En prospective, on préfère deux autres notions. La première notion, c'est celle d'adaptabilité, c'est-à-dire de capacité à anticiper et agir de manière proactive, c'est-à-dire qu'on voit les choses changer, on essaye de s'adapter à ces changements. Ça veut dire qu'il faut garder en permanence une certaine souplesse, j'ai envie de dire, une certaine mobilité, pour pouvoir constamment s'adapter à ce qui est en train de se passer. Et puis, l'autre notion qui est absolument fondamentale pour nous, qui est la notion de la transformation. C'est-à-dire qu'il est absolument clé de savoir se transformer. Or, la plupart du temps, lorsque nous avons eu un choc, et notamment un choc de la nature de la Covid-19, il est fondamental d'essayer de comprendre pourquoi d'abord cela nous a fait tomber. Parce qu'on aurait pu se dire que l'état de notre civilisation actuelle fait qu'une pandémie de plus, qui n'était finalement qu'une pandémie de plus, on en a eu des beaucoup plus graves au cours de l'histoire, comment elle a pu nous mettre à genoux ? Et ça, pour nous, ça impose de ne jamais retourner à la normale. Donc pas de résilience, mais une transformation et une adaptabilité pour sortir de la situation antérieure. Alors cette transformation, je crois que tu la lies à un concept que j'ai découvert avec toi, qui est celui de grande transition. Et tu en parles souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça se réfère, la grande transition ? Alors, la grande transition, c'est un concept qui a émergé en fait au début du XXe siècle avec des sociologues comme Pirim Sorokin, par exemple,
qui a mis en évidence le fait que nous étions en train de sortir d'une espèce de méta-civilisation qui était une civilisation extrêmement matérielle, extrêmement ancrée dans le juste au-delà de la survie, si j'ose dire, pour entrer dans une civilisation beaucoup plus idéale, hein, c'est-à-dire où la dématérialisation, et je rappelle que c'était le début du XXe siècle, la dématérialisation était importante, les idées étaient importantes, l'information était importante, et donc les valeurs. Un retour à une autre perception en fait du monde qui nous conduirait à nous comporter totalement différemment et à voir le monde différemment. Et donc quand on commence à creuser un petit peu, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, tout au long du XXe siècle, ce qu'on a vu, et l'origine est sans doute plutôt au milieu du XIXe, eh bien, c'est ce monde millénaire que nous avons connu depuis globalement moins 3000 avant Jésus-Christ, qui a porté notre progrès et qui aujourd'hui ne fait que générer dysfonctionnement sur dysfonctionnement sur dysfonctionnement. Et un autre monde, clairement, est en train d'apparaître, est en train de se manifester, et c'est le choc entre ces deux mondes, celui qui est en train de mourir et celui qui essaye de naître, qui génère cette période extrêmement troublée que nous connaissons. Alors, est-ce que cette grande transition, elle est singulière? Elle arrive seulement aujourd'hui dans l'histoire, ou il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité? Non, bien sûr, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité. Alors, il y a simplement de passer des organismes monocellulaires aux organismes pluricellulaires, de passer d'une intelligence, j'ai envie de dire, réflexe, à une intelligence plus élaborée. Il y a eu le passage du feu, avant le feu, après le feu, le passage de la sédentarisation, avant la sédentarisation, après la sédentarisation. Sans doute l'écriture a été une de ces grandes transitions aussi, hein, passer de l'oralité à la transition. Donc non, l'humanité a survécu à plusieurs périodes de transition, mais cela en passant beaucoup de temps à s'adapter. Et c'est sans doute ça l'originalité de la transition que nous traversons actuellement. On pense qu'elle va durer à peu près 2 siècles. On est à peu près... On est à la moitié? À la moitié, voilà. On est à peu près à la moitié. Et c'est pour ça aussi que la période est si troublée, parce que c'est un climax. Donc vraiment, c'est assez fort. Mais on a très très peu de temps pour s'adapter. Et je pense que c'est ça ce qui fait à la fois l'intérêt, l'originalité, mais aussi la grande dangerosité de cette grande transition. Et alors finalement, on va vers quoi? C'est quoi les grands axes de ce monde que tu vois venir? Alors, il y a 2 choses. Si on parle des évolutions qui sont déjà inscrites dans l'histoire, d'une certaine manière, on voit clairement que nous sommes en train de passer de la mondialisation à la mondialité. On voit que... Tu peux préciser? Oui. Alors la mondialisation, c'est un processus qui a fait que depuis quasiment l'aube de l'humanité, nous avons échangé, nous avons réussi à parcourir la planète pour échanger des biens, des services, des personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus où il y a une mobilité volontaire des personnes, presque des biens, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on commande en Chine ou qu'on commande à la porte d'à côté, finalement, pour nous, le résultat est le même aujourd'hui avec Internet, avec ce genre de choses. Et donc, nous sommes dans une étape où, clairement, nous sommes mondiaux. C'est-à-dire, nos enfants, quand ils jouent en ligne à des jeux vidéo, ils parlent à des équipes qui viennent du monde entier. La distance n'a plus de sens. On est à l'époque de McLuhan. La Terre est devenue un village et nous sommes capables de nous parler d'un bout à l'autre de ce village. C'est ça la mondialité. C'est le constat que nous ne sommes plus dans un processus mais dans un état. Et en fait, finalement, c'est une prise de conscience qu'on est tous dans le même bateau. C'est un peu la première fois qu'on se dit ça, non, dans l'histoire. Oui, je crois que c'est absolument ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a eu cet extraordinaire rapport de domination des peuples les uns envers les autres. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, c'est que finalement, tous les peuples se retrouvent, alors, sinon unis, au moins égaux dans ce constat que face à des phénomènes comme le changement climatique, comme la dégradation des ressources naturelles, ce genre de choses, finalement, on est tous égaux. Donc la mondialité, premier axe directeur de ce monde qui vient, et les autres? Alors dans les autres, nous avons affaire avec ça. Là, on n'est pas encore dans le futur en construction, on est simplement dans ce qu'on observe. Les autres, ce sont quand même des technologies disruptives.
Et ça, je pense que on nous a tellement parlé et reparlé des révolutions technologiques que je pense que nous n'arrivons plus à prendre conscience de l'ampleur de la rupture que provoquent les technologies actuelles. Que ce soit l'intelligence artificielle, un sujet que tu connais bien, que ce soit la robotique, mais aussi tout le travail du génome qui est en train de se faire, qui est quand même assez extraordinaire. On pourrait bannir le cancer, on pourrait bannir... Ça, c'est CRISPR, c'est oui, les bien sûr, ciseaux bien sûr, génétiques, les ciseaux c'est ça? génétiques, absolument. C'est CRISPR qui arrive quand même enfin, il faut imaginer qu'on est capable maintenant de couper, tailler dans notre séquence génétique, de combiner. Il y a cet enfant qui est né avec trois ADN parentaux en Grande-Bretagne. Il y en a depuis de nombreux ailleurs. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et une technologie qui nous paraît tellement simple qu'on ne la regarde même plus, qui est l'imprimante 3D. Il faut imaginer qu'avec l'imprimante 3D, on en a fini des grandes usines, on peut opérer une relocalisation complète d'instruments de production qui était inimaginable avant. Enfin, on s'apprête à des bouleversements assez extraordinaires dans les 20 à 30 années qui viennent. Donc, mondialité, technologie de rupture. Il y en a d'autres? Oui, alors il y a peut-être le troisième sur lequel je mettrai l'accent, c'est l'Alien Gen. Ah, alors qu'est-ce que c'est que l'Alien Gen? L'Alien Gen, assez curieusement, alors ça me fait, c'est très difficile pour moi en tant que prospectiviste, c'est-à-dire que scientifique à la base, c'est-à-dire élaborer des analyses sur la base de faits. L'Alien Gen dépasse toutes nos analyses quand on essaie de le faire. Alors, ce n'est pas du tout une dégénération X, Y, Z comme on a pu imaginer. C'est à un moment donné de notre évolution une génération, effectivement, enfin, de nouveaux individus qui naissent avec une modification du cortex, qui apparemment est assez importante. Il faudrait voir un neurologue pour voir exactement, je ne sais plus si c'est au niveau de l'hippocampe ou autre, mais on observe vraiment des modifications qui sont biologiques. C'est à force de trop jouer aux jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que oui, bien sûr, ça aide, et je dis bien que ça aide, et non pas que c'est la faute. Je pense que la nature est en train de préparer, mais comme elle l'a fait avant, c'est-à-dire que pour nous permettre de la préhensibilité, on a eu un pouce opposable, et bien aujourd'hui, pour nous permettre de faire face à ce monde idéal dont parlait Sorokin, c'est-à-dire ce monde de l'information, eh bien nous avons une génération d'humains qui est désormais capable d'appréhender l'information différemment des générations précédentes. C'est-à-dire que leur cerveau est un plex. Alors là, qu'est-ce que c'est qu'un plex? Alors, un plex, c'est une espèce de grande surface plane, c'est mathématique, sur laquelle on vient poser, on va dire, des objets cognitifs. Toi, quand tu as fait tes études, on t'a appris l'analyse séquentielle, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Je ferme mes parenthèses, ce 2 fois 4 égale 8. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que je développe un processus d'analyse séquentielle. Pour eux, pas du tout. Ils vont mettre sur ce plex un réseau social, un influenceur, l'école, un livre qu'ils viennent de lire, le contenu d'une chanson rap, et ils vont créer des liens entre eux. Ces liens ne sont pas de nature analytique. C'est intuitif? Ils sont majoritairement intuitifs. Je pense qu'il y a de l'analyse, mais une analyse tacite, du moins non explicite. Et le plus étonnant, c'est qu'ils arrivent au bon résultat. Et ça, je le vois souvent dans les entreprises où j'interviens. On me dit, on a un problème avec les jeunes, ils nous donnent bien les bonnes réponses, mais ils ne nous expliquent pas comment ils ont fait. Or, en France, on a toujours mis l'accent sur la démonstration. La démonstration, finalement, est plus importante que le résultat. Et malheureusement, eux, ils vous donnent le résultat, mais pas la démonstration. Enfin, pour toi, heureusement. Oui, pour moi, heureusement. Mais enfin, quand même, on arrive à démontrer bon nombre de choses dans mon métier, puisqu'en fait, on analyse quand même des faits, beaucoup de données statistiques, beaucoup d'éléments résultant des sciences sociales. Donc, on arrive quand même à démontrer beaucoup de choses. Donc, cette génération d'aliens, en fait, c'est un concept qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus profond que les fameuses classifications entre les baby-boomers, les X, les Y, maintenant les Z. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment une mutation qui est en train de s'opérer
et que finalement, ce qu'on voit comme un problème sera peut-être la solution. Complètement. Alors, je partage absolument. C'est pour ça que je dis souvent à mes interlocuteurs que les jeux vidéo, il faut arrêter de les voir comme l'ennemi des enfants, mais au contraire comme l'ami des parents. C'est-à-dire que ça vous oblige, vous, parents, à connaître ce qu'ils sont, aider l'enfant à choisir, etc. Mais c'est grâce aux jeux vidéo que vous allez permettre aux enfants de développer cette extraordinaire capacité qu'ils ont aujourd'hui à voir au-delà de ce qui nous est, nous, enseigné de manière analytique. Et finalement, d'après ce que tu dis, et puis aussi je crois que c'est notre expérience à tous, quotidiennement, on a vraiment l'impression de vivre dans une époque où on voit le monde ancien mourir, sans qu'en fait le nouveau monde soit complètement émergé. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement déroutant et inconfortable. Alors c'est déroutant et inconfortable, mais là où nous pouvons trouver du confort, c'est que lorsqu'on se met à analyser, et là c'est plus de l'ethnographie, j'ai envie de dire, lorsqu'on se met à analyser toutes les expérimentations qui ont lieu dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, vraiment pays développés ou pays en développement, on observe que toutes ces expériences vont dans le même sens. Et en fait, ça a été le travail que nous avons réalisé il y a 2 ans, à peu près, et puis en fait c'est le sujet de mon thème de recherche décennale, mais on s'aperçoit qu'il y a une sorte de modèle, si j'ose dire, un modèle de développement qui est en train d'émerger et qui est commun à l'ensemble de la planète. Alors c'est quoi ce modèle ? Alors moi je suis pas très bonne en communication, donc je lui ai pas vraiment trouvé de nom très sexy, mais on l'appelle X.0 parce que on essaye de sortir du 2.0, 3.0, 4.0 qu'on entend à peu près partout. Ce modèle, alors il est X.0 parce qu'il est juste de l'autre côté de la grande transition. Alors après, que ce soit du 2, du 3... Donc ça y est, on est passé de l'autre côté, on est sauvé. Non, on n'est pas encore passé, loin de là. Non, absolument pas. On est encore en plein milieu de cette transition et on est vraiment dans la tourmente de ce qu'on appelle un monde VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc on est en plein milieu de ça, mais comme toujours, quand quelque chose émerge, eh bien, il y a des forces positives qui viennent, qui sont ce qu'on appelle, nous, des facteurs de changement ou des drivers, des puissances qui aident à changer. Eh bien, ces puissances aujourd'hui, ce sont des individus qui font de la permaculture, qui inventent de nouveaux systèmes démocratiques, qui inventent de nouveaux systèmes d'échange aussi. Et donc, ce qu'on voit se dessiner, c'est un modèle qui globalement repose sur 2 piliers forts, qui sont le fait de mettre l'humain et la nature au centre de ce modèle, mais de manière équivalente. Alors, je rappelle quand même qu'on est aujourd'hui dans un modèle de prédation. Notre développement se fonde sur la prédation. Là, il s'agit de sortir de ce mécanisme de prédation, de prendre de la nature ce dont on a besoin, mais qui ne la pénalise pas, qui n'obère pas sa capacité de régénération, et de pouvoir vraiment concevoir de nouveaux process qui améliorent la qualité de vie des humains et améliorent la qualité de vie de la nature de la même manière. Donc ça, ce sont vraiment les 2 piliers objectifs. Nature-centric, human-centric. Les 2 autres piliers sont la prise en compte, la prise de conscience et la prise en compte de 2 tendances contre lesquelles il semblerait qu'on ne puisse pas lutter. Donc la question, c'est comment faire avec. La première, c'est l'exponentialité. On n'arrête pas de parler d'entreprises exponentielles, de technologie exponentielle, de démographie exponentielle. Donc l'exponentialité, nous baignons littéralement à l'intérieur. Et ça veut dire que dans cet univers exponentiel, tout va de plus en plus vite et avec les machines plus vite que notre capacité de réflexion à nous, humains. Ça, c'est quand même un élément important. Et puis, la deuxième chose, c'est la planétarisation. Donc la planétarisation, c'est vraiment la prise de conscience, ce qu'on disait tout à l'heure, à partir de la mondialité, que ce monde est un, que nous avons une planète, que l'abandonner et partir ailleurs, oui, éventuellement, mais que pour l'instant, il faut bien qu'on fasse avec les quelques 7 milliards et demi d'individus qui s'y trouvent et dont nous sommes tous responsables, co-responsables. Et du coup, ça remet en question le mondial, le local, les mésoterritoires, comme on dit, la manière d'être dans les territoires, la manière de faire sens, de faire territoire, en accord avec ces objectifs d'être centré sur l'humain, centré sur la nature,
et tout en étant capable de répondre à cette tendance de l'exponentialité. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que généralement, on oppose le côté humain, le côté naturel à la révolution digitale, par exemple, la révolution technologique, à ce caractère exponentiel. Enfin, on vit plutôt la nécessité de réparer notre rapport au monde vivant et à la nature comme une tension, voire une contradiction avec la révolution digitale, par exemple. Et en fait, pour toi, c'est peut-être une tension, mais c'est quelque chose qui est réconciliable. Absolument, et tu as tout à fait raison de le poser en ces termes, parce que Gaston Berger était le premier à nous dire que la tension... Alors, qui est Gaston Berger ? Pardon, Gaston Berger est un philosophe, chef d'entreprise, haut fonctionnaire français qui est décédé en 1960 et qui est l'inventeur de la prospective. Voilà, donc nous nous référons en général à ses écrits pour revenir aux sources de la prospective. Et il a été l'un des premiers à dire que l'essentiel de la prospective, c'était l'homme, toujours remettre la question de l'homme au centre de toute problématique. Et ensuite, le temps, l'action et l'attention. Donc, c'est très intéressant que tu parles de l'attention, parce que dans mon doctorat, c'est un des sujets favoris que j'ai traité, c'est que l'attention, nous la voyons toujours de manière négative, alors qu'en réalité, c'est un facteur extrêmement positif. C'est une dynamique. C'est une dynamique très très forte et très puissante, et on se la sous-estime. L'attention, on peut soit en sortir par le bas, et c'est le conflit, soit en sortir par le haut, et c'est la synergie. Et ce que nous devons chercher, ce sont ces synergies qui nous permettent justement de sortir par le haut. Et quand tu fais référence à la nature et à la digitalisation, eh bien justement, c'est par la digitalisation que nous allons être capables de restaurer des processus naturels. C'est-à-dire que laisser les graminées se développer dans une ville où la moitié de la population est allergique, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Être capable, effectivement, grâce à nos machines, grâce aux bases de données qu'elles peuvent traiter, qui sont absolument gigantesques aujourd'hui, découvrir quelles sont les plantes qui sont les moins allergènes et les plus adaptées au climat local, et leur permettre de se développer, effectivement, de manière, entre guillemets, sauvage, oui, là, ça a du sens. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle et l'ensemble de cette connaissance qui est autour, les big data, etc., c'est vraiment ce qui peut nous aider aujourd'hui à mieux comprendre une nature que nous avons négligée et vis-à-vis de laquelle nous avons encore beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'idées fausses, et nous permettre vraiment de revenir aux sources, à la base scientifique, et de pouvoir faire des choses plus intelligentes. La nature, c'est de l'information ? Bien sûr, la nature n'est qu'information. Alors, c'est pas seulement Matrix, mais clairement, tout ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques, de Stephen Hawking, Prigogine en parlait déjà, mais c'est vraiment que tout ce qui nous entoure est information. Et bien évidemment, comme l'intelligence artificielle, c'est une machine à traiter de l'information, on ne peut qu'espérer qu'elle nous aide à mieux comprendre la nature et à mieux, en partie, la gérer. En tout cas, voire la réparer. La réparer. Alors, tu as évoqué le fait que nous vivions depuis maintenant pas mal de temps dans ce fameux monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. On voit aussi, chacun d'entre nous, des phénomènes qui ont l'air très contradictoires, parce que finalement, tu as parlé d'un certain nombre de grandes tendances qui vont certainement modeler les futurs de l'humanité, et en même temps, tous les jours, on voit des informations massives qui ont l'air d'aller dans des sens complètement opposés. Comment tu expliques ça ? Alors, j'explique ça par le niveau d'analyse, c'est-à-dire qu'en prospective, on analyse les métaphénomènes, c'est-à-dire des phénomènes extrêmement grands sur de très très grandes échelles. On utilise par exemple la macro-histoire et non pas l'histoire. Donc, la macro-histoire, c'est quelle échelle de temps ? La macro-histoire, ce sont les millénaires. On travaille à l'échelle des millénaires pour essayer de comprendre quels sont les processus de transformation. À partir de quand la convergence d'un certain nombre de facteurs entraîne un changement à l'échelle de la planète, etc. etc. Donc on est vraiment sur des échelles de grande compréhension, ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire essayer de comprendre vraiment l'ensemble du système, puisque notre base de réflexion, c'est la pensée systémique. Donc effectivement, à l'échelle du système, on est bien en train d'avancer vers la mondialité, si on prend par exemple cet exemple-là. Maintenant, nous sortons de la crise de la Covid-19 et ce que nous voyons, c'est ce qu'on appelle la globalisation, c'est-à-dire le ralentissement de la mondialisation.
mondialisation qui continue, mais qui est extrêmement lente, voire avec un certain nombre de relocalisations. Et à mon sens, je pense qu'on va connaître un grand phénomène de régionalisation entre plusieurs États, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Vraiment, je pense que la Covid va accélérer ce phénomène, en Amérique latine aussi. Donc ça va être une incise à l'intérieur du phénomène de mondialisation. Ça veut juste dire que ce phénomène de mondialisation est toujours là, mais le mode d'organisation au sein de cette mondialité nouvelle va changer. Et qu'on ne va plus être dans cette mondialisation à outrance, mais qu'on est en train d'inventer de nouveaux mondes, de nouveaux modes d'être mondial. Mais en même temps, je crois que tu parles de phénomènes comme la tectonique des plaques, les phénomènes de subduction. Voilà, qui explique que quand on va dans un sens précis, il y a des résistances très fortes qui s'expriment et que les deux finalement sont liés. Absolument, tu as tout à fait raison. Par exemple, alors, ce que tout le monde peut voir, c'est la montée depuis une dizaine d'années de ce qu'on aurait appelé dans un certain autre siècle des dictateurs. C'est-à-dire qu'on voit des personnalités politiques fortes, assez autoritaires, qui nous paraissent très contradictoires avec la démocratie, mais qui expriment totalement la résistance au changement qui est en train de se développer. C'est-à-dire que plus il y a une confrontation entre ce monde ancien qui disparaît et qui nous a supportés au sens qui nous a permis de vivre, à nous tous aujourd'hui, à la grande majorité des gens qui sont nés actuellement, et donc on n'a pas envie de voir disparaître. Donc on a ce monde qui est en train de disparaître, on a un nouveau qui arrive, qui nous inquiète tous parce qu'on ne sait pas de quoi il est composé, on voit qu'il a l'air très différent sur certains aspects, et bien évidemment l'intelligence artificielle ça inquiète, ces alien gens ça inquiète, on ne les comprend pas pourquoi ils raisonnent comme ça, pourquoi ils n'adoptent pas les valeurs de leurs parents, enfin on sent bien tous ces phénomènes. Donc tout ça se presse l'un contre l'autre, en tension, comme tu disais si bien, et du coup, plus les facteurs de changement sont forts, plus la résistance au changement devient forte. Et c'est de là qu'on voit surgir ces phénomènes extrêmement radicaux que l'on connaît aujourd'hui. Et finalement, pour naviguer dans un monde aussi compliqué, difficile à décrypter, comme on est dans reboussolage, on a besoin de boussole. Ça serait quoi ta boussole, effectivement, pour arriver à naviguer, à prendre des décisions sans couler en cours de route? Alors justement, c'est ce sur quoi nous travaillons dans le développement de ce modèle, justement, X.0, c'est d'essayer de mettre en place des boussoles. Alors, les boussoles, pour nous, c'est extrêmement important parce que quand on navigue, si on reprend évidemment l'image de la navigation, on a un bateau et lorsque le temps est mauvais, on ne peut plus voir les étoiles, on ne sait plus vraiment où on va. La seule chose qui nous permet de savoir encore dans quelle direction aller, c'est la boussole. Donc cette image de la boussole est juste une image, pour nous, absolument extraordinaire. Et si je prends par exemple la boussole de la gouvernance, mais il y a bien évidemment une boussole pour l'exponentialité, une boussole pour les territoires, mais au moins la boussole de la gouvernance qui nous paraît quelque chose d'important parce qu'on voit bien qu'il nous faut revisiter nos modes de gouvernement aujourd'hui et que la gouvernance à ce titre associe de plus en plus d'acteurs. La Covid a été un moment absolument extraordinaire pour tester en fait ces compas. Et ce qu'on a vu clairement nous a montré que la priorité peut-être, c'est une notion de justice et d'éthique. C'est-à-dire que le premier axe, on a des boussoles à 6 axes. Le premier axe de cette boussole, c'est la justice et l'éthique, et qu'à un moment donné, il faut qu'on dépasse les inégalités, les images reçues différentes des différentes catégories de population, les invisibles dont on parlait, mais aussi la corruption dans d'autres pays, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus élevée, on va dire comme ça. Ensuite, on a deux moyens qui sont des moyens qui sont des paris, on va dire, mais qui nous semblent en tout cas efficaces partout où on a vu des expériences dans ce domaine. Le premier, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire faire le pari que plus on mélange des gens de nature extrêmement différente, donc l'hétérogénéité, plus on est capable d'avoir des résultats innovants, et voilà, 1 + 1 = 3. On est vraiment dans cette approche-là. Troisième, c'est la décentralisation des compétences. C'est-à-dire qu'il est absolument... Le principe de subsidiarité
est un principe absolument essentiel. C'est revenir, que la décision soit prise là où le problème se pose. Voilà, ça c'est essentiel. Bien évidemment, mettre en place des processus qui soient souples et flexibles, et on a bien vu que nos phénomènes bureaucratiques, et là, quels que soient les pays, il n'y a pas que la France dans ce domaine, mais quand même, sont des obstacles essentiels au fait d'être capable de rebondir après une crise. Donc anticipation, simplicité, simplexité sont des éléments essentiels à cette flexibilité. Et enfin, les deux derniers qui sont peut-être des orientations plus pragmatiques, mais absolument essentielles. La première, bien sûr, c'est la rationalisation des ressources et des usages, ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on prenne conscience. Il faut arrêter le gaspillage. Il faut arrêter le gaspillage, mais il faut surtout arrêter la prédation. Et je reviens vraiment là-dessus, parce que l'anthropocène, c'est la prédation, et il faut sortir de cette prédation. Et qu'il y a tellement de choses qu'on peut mutualiser, mettre en commun. Ça va des pelouses, enfin des tondeuses à gazon, voilà, qu'on peut mettre en commun au niveau d'un quartier à des machines-outils au niveau d'un pays. C'est la théorie des communs ? Oui, bien sûr, c'est la théorie des communs, absolument. Ça me paraît absolument essentiel. Mutualiser, rationaliser, faire du management de communauté. Enfin, tout ça est essentiel. On voit bien les coopératives. Les coopératives sont un outil absolument extraordinaire et qui n'est pas assez développé. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et enfin, le dernier axe, qui pour moi est un axe essentiel, c'est l'approche de la connaissance. Cette connaissance, elle doit être anticipatrice. Ça, c'est absolument essentiel. Faut qu'on réapprenne aux gens que le futur existe, qu'on ne peut pas vivre en permanence dans le ici et maintenant, et qu'il faut quand même se préparer ad minima au futur, ne serait-ce qu'en intégrant des scénarios futurs alternatifs. Redonner aux gens la confiance dans la possibilité de créer le futur. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mais aussi, ce qu'on a vu toujours avec cette fameuse crise, c'est la nécessité de revenir à la science, c'est-à-dire aux faits, aux choses qui sont vraiment ancrées dans les faits, qu'on peut démontrer, qu'on peut justifier. Mettre un terme aux fake news, mettre un terme à ces rumeurs, ce complotisme, enfin vraiment, quelque part une honte et j'ai envie de dire une insulte à l'intelligence humaine. C'est quand même beaucoup ça qu'on a vu se développer dernièrement. Alors on arrive à la fin de notre entretien et il est de tradition dans Reboussolage que notre invité partage avec les auditrices et les auditeurs 2 ou 3 inspirations. Quelles seraient les tiennes ? Alors je vais peut-être me permettre d'en partager à 2 niveaux. Un premier niveau, peut-être pour ceux qui ont une culture un petit peu plus classique. Moi, je viens des sciences politiques. Donc, évidemment, tu ne seras pas surprise si je te dis que Machiavel est un livre de chevet. Je pense que c'est le plus grand traité de sciences politiques qui ait jamais été écrit et que je trouve ça absolument extraordinaire et toujours aussi incroyablement efficace aujourd'hui. Réel. Le deuxième, c'est Toynbee, parce que plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte que... C'est un historien anglais ? Oui, absolument. C'est Arnold Joseph Toynbee, c'est le plus grand socio-historien. Il a beaucoup écrit il a fait notamment une somme monumentale sur l'histoire et la chute, sur la montée et la chute, Rise and Fall of Civilization. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et tout ce qu'il met en évidence, et notamment aujourd'hui, quelque chose qui me paraît juste essentiel à l'issue de cette crise, c'est qu'une civilisation s'effondre lorsque, face à de nouveaux défis, les leaders créatifs font défaut. Et ça, je pense que c'est absolument merveilleux. Donc voilà, je vous invite à plonger dans Toynbee. Et puis enfin, Sorokin, parce que Sorokin a vraiment alors tellement... lui, un russe soviétique même. Oui, alors non, il a fui le monde soviétique justement, hein. C'était un russe blanc et qui est parti, qui s'est réfugié aux États-Unis, et il a écrit une somme, donc il est parti je crois dans les années 1920, il a écrit une somme magnifique entre 1919 et 1932, mais qui n'a pu être publiée qu'en 1940, ce qui fait qu'elle est passée assez inaperçue, qui traite justement de cette grande transition et de ce passage d'un monde matériel à un monde immatériel. Et là, je pense que vraiment, ça nous invite à l'humilité. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui a été anticipé. Alors, je ne serais pas honnête si je vous disais qu'il y a ces 3-là, sans ajouter celui qui reste mon préféré entre tous, qui est Pierre Teilhard de Chardin, qui pour moi est vraiment celui qui a eu la plus grande
la plus grande pensée du temps et qui nous a le plus invités à construire l'humanité. Merci beaucoup Fabienne Gouboniment. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à Reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.